Vous avez dit dans certains de vos livres, il y a une tromperie, on s'est trompé sur 15 siècles d'histoire du Coran. Si vous dites j'ai lu le Coran et je trouve que dans le Coran il y a de la misogynie, de la phallocratie, de l'antisémitisme. Saviez-vous que l'histoire de l'islam et ses textes sacrés font l'objet de débats académiques passionnants depuis des décennies? Mais entre les raccourcis des réseaux sociaux et les polémiques, comment distinguer le sérieux du sensationnalisme? Bienvenue sur Islamologie pour les profanes, la chaîne qui explore l'islamologie sans parti pris, en donnant la parole à la science, mais sans tri sélectif ni instrumentalisation d'une partie de la recherche académique à des fins idéologiques. Salut à tous, je m'appelle Ahmed Amin et je suis chercheur indépendant passionné d'histoire et de religion comparée. Comme l'information auprès des jeunes a l'air de passer davantage par des vidéos relativement courtes et didactiques aux dépens d'articles ou d'ouvrages plus longs à lire, je vais me plier à cette tendance pour partager avec les internautes les résultats de mes recherches en islamologie et en religion comparée. Après une introduction qui vise à présenter l'islamologie et ses différentes approches en tant que discipline académique, je vais aborder un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et continue à passionner le public ces dernières années, les origines de l'islam. Certains affirment que l'islam et son texte fondateur, le Coran, serait une création tardive du 8e siècle. Mais que disent vraiment les sources? Et surtout, comment les experts critiquent-ils ces théories? C'est parti. L'islamologie, c'est l'étude scientifique de l'islam, de ses textes, de son histoire et de ses courants. Elle croise l'archéologie, la philologie, l'épigraphie, la numismatique, l'anthropologie et même la sociologie. Mais attention, l'islamologie évolue comme toutes les disciplines. Certaines théories hypercritiques, dites révisionnistes, ont fait grand bruit dans les années 70. Mais les controverses suscitées par ces travaux se sont rapidement dissipées avec les nombreuses revues critiques dans le monde académique. The doctorate board has resolved to award the title of honorary doctor to Patricia Crone and Michael Cook. Michael Cook and Patricia Crone are two of the giants of early Islamic history. And early Islamic history is one of the great turning points of human history. Nous assistons à la réhabilitation de ces thèses depuis l'émergence du terrorisme qui est souvent associé à l'islam. Nous pensons que ce contexte favorise de manière consciente ou non, la promotion des thèses déconstructivistes de l'histoire de l'islam, une religion qui s'est imposée sur la scène publique par une couverture médiatique biaisée, qui s'est focalisée uniquement sur la montée de la violence des mouvances djihadistes. Prenons l'exemple du livre Agarisme, un ouvrage iconoclaste qui suggère que l'islam serait né d'un mélange de traditions arabes et judéo-chrétiennes. Problème, ces auteurs, Patricia Crone et Michael Cook, s'appuyaient surtout sur des sources non musulmanes. Or, comme le rappelle le professeur Fred Donner de l'Université de Chicago, ignorer les sources islamiques, c'est un peu analyser Molière sans lire Molière. D'autant plus que les sources non musulmanes souffrent des problématiques similaires à celles soulevées pour les sources islamiques. Sur YouTube, les vidéos qui citent Crone ou Luxembourg, auteur controversé du syro-araméque Reading of the Koran, font des milliers de vues. Mais elles omettent souvent un détail, ces théories ont été largement critiquées par les pairs. Pourquoi? D'abord parce qu'elles posent des problèmes sur le plan méthodologique et ensuite, souvent elles répondent à une attente idéologique chez les détracteurs de l'islam. Nous consacrerons une vidéo à part pour présenter les axiomes de l'islamologie et les différentes approches méthodologiques afin de comprendre les différents biais que l'on trouve à la fois chez les apologètes musulmans que chez les détracteurs de l'islam sous couvert de recherche académique. Par exemple, quand un polémiste dit le Coran est une création tardive sous Abd al-Malik ibn Marwan, règne omeyyade, il cite volontiers les travaux hypercritiques comme ceux de John Wansbrough, réhabilités récemment par S.J. Shoemaker. Mais il ne citera jamais l'avis des spécialistes qui ne sont pas d'accord, comme Fred Donner, Michael Marks, Angelica Neuwirth ou de Nikolai Sinai, qui montrent comment le Coran dialogue avec les textes bibliques et parabibliques et même avec la poésie arabe pré-islamique. Ce procédé sélectif s'appelle le biais de confirmation. On ne retient que ce qui confirme nos préjugés. Concrètement, le palimpseste de Sana
la couche inférieure semble respecter la même logique d'agencement, c'est-à-dire que les sourates sont toujours basées sur la longueur, de la plus longue à la plus courte. Il y a enfin, et je crois que je terminerai par cette ouverture, il y a des similitudes frappantes avec les données relatives au codices des compagnons de Muhammad. Les rares informations au sujet, les rares informations que nous avons à propos de ces recensions concernent essentiellement les recensions d'Ibn Mas'ud et d'Ubay. Les fragments de Sanaa découverts au Yémen en 1972 prouvent que le Coran existait dès le 7e siècle. Les variations textuelles sont mineures, rien à voir avec l'affirmation d'une création tardive. Mais certains médias qui propagent les thèses révisionnistes vont véhiculer l'idée d'un Coran tardif fabriqué sous les Omeyyades. Les hypothèses qui ont été faites sur des réformes plus importantes, voire des ajouts, impliquent des changements plus conséquents qui concernent le texte haussmannien uniquement. Se fondant sur les sources arabes, qui pour une fois d'ailleurs ne sont pas mises en doute, elles portent sur la période du règne de Abd al-Malik, c'est-à-dire entre 685 et 705. Leur intégration au texte officiel et leur mise en circulation se serait donc opérée tardivement dans le 7e siècle, ce qui s'avère difficilement compatible avec la datation du manuscrit de Tübingen, même en prenant comme référence la date la plus basse, c'est-à-dire 675. Certes, ces datations demandent à être prises avec précaution, mais même si le manuscrit est un petit peu plus récent que cela, il sert de point de repère, par exemple, pour une copie comme le manuscrit que j'appelle le Parisino Petropolitanus, qui contient la moitié du texte du Coran tel que nous le connaissons. Pour des raisons d'orthographe et de paléographie, il semble appartenir à une strate plus ancienne que le manuscrit de Tübingen, ce qui implique qu'il est antérieur au règne de Abd al-Malik, avec un texte grosso modo similaire à la Vulgate. Mais fondamentalement, et ça c'est une des choses très intéressantes à mon avis que nous donne le palimpseste de Sanaa, c'est que les sourates, elles sont figées déjà. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez ces petites bricoles qui peuvent bouger, mais les versets sont déjà dans l'ordre. C'est ça qui m'a fasciné, en fait, en repensant à l'histoire des 7 Ahruf dans le récit de Zuhri. Omar n'a aucun problème à reconnaître la sourate Al-Furqan. Le fait, c'est que l'autre la récite différemment, mais c'est la sourate. Et ça me frappe que les collègues qui ont déchiffré le palimpseste n'ont pas tardé 10 minutes à dire, à donner les numéros traditionnels, même si dans le palimpseste, l'ordre des sourates est différent. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas rangées dans l'ordre que nous connaissons dans la Vulgate, elles sont dans un autre ordre, mais leur contenu est déjà bien établi. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que la sourate elle-même, vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats sur qui a fait les sourates, puisqu'il y a des récits justement de la mise par écrit où Zaïd dit c'est à propos de la fin de la sourate 9, et s'il y avait eu trois versets, j'en aurais fait une sourate plus tard. Bon, ça c'est disons, ce sont des récits pour les petits-enfants. En fait, les choses étaient déjà bien établies, et la variation, elle se situait à un autre niveau. Jamais au macro, mais au micro, si vous voulez. Et ça a été quand même une surprise après la découverte des manuscrits de Sanaa, parce que dans l'érudition universitaire d'il y a 50 ans, il y avait des hypothèses très larges sur la date de constitution du Coran. Ils sont complètement tombés par terre. Disons que quand... bon, maintenant c'est un petit peu oublié, mais quand j'ai commencé en 79, c'était juste après le livre de Wansbo, où il dit, le Coran, il s'est constitué avec justement des bouts qui traînaient en Irak à la fin du 8e, au début du 9e siècle. Et moi j'étais avec mes manuscrits qui dataient du 7e siècle, parce que et ça faisait rire, parce que ça veut dire que c'était des gens qui n'avaient jamais pris conscience que les manuscrits étaient là. Et c'est d'ailleurs un petit peu aussi ce qui a fait ce qui a suscité de l'intérêt pour les manuscrits, c'est que on s'est brusquement rendu compte que
il y avait une évidence, des preuves qui étaient anciennes, qui elles ne sont pas, encore une fois, à 100% conformes à ce que dit la tradition, mais il y a quand même quelque chose qui est indubitable, c'est que le Coran et pratiquement tout le Coran, on n'a pas de manuscrit complet avant le milieu du 8e siècle, mais si vous voulez, en mettant bout à bout les différents manuscrits, on arrive à avoir tout le texte du Coran. Vous voyez, même les découvertes majeures sont parfois instrumentalisées. Alors, comment s'informer correctement? Croisez les sources. Un livre choc? Vérifiez s'il est approuvé par d'autres spécialistes. Méfiez-vous des anachronismes. Juger le 7e siècle avec des valeurs du 21e, c'est comme critiquer un Nokia 3310 parce qu'il n'a pas TikTok. Lisez les critiques. Google Scholar est votre ami. Une thèse affirme qu'il n'existe aucune preuve historique de l'existence de Mohammed avant l'ère de Abd al-Malik ibn Marwan. Oh, vraiment? Et pourtant, Mohammed est mentionné dans des textes externes à la tradition islamique dont certains sont attestés par des parchemins et datant seulement de l'année 15 du calendrier hégirien. Lors d'une conférence en 2016 au Baylor Institut d'études des religions, le docteur Philippe Penn, expert en syriaque, dont nous traduisons ici un extrait, a fait état d'un manuscrit. Il s'agit du MS 14461, qui était à l'origine une page blanche sur la couverture d'une Bible. Le texte date de l'an 637 après Jésus-Christ, donc seulement quelques années après la mort du prophète Muhammad. En effet, un écrivain syriaque a utilisé cet espace libre sur la face interne de la couverture de sa Bible pour composer un témoignage oculaire sur les conquêtes islamiques. Il en résulte qu'il est le plus ancien texte conservé sur le début de l'islam. Et comme la plupart d'anciens codex, ce livre a perdu sa couverture, et par conséquent, la note ayant survécu est très mal conservée aujourd'hui, ce qui indique à quel point les textes syriaques sont rarement consultés. Philippe Penn affirme qu'il n'y a que 5 personnes vivantes au moment de la conférence qui ont examiné la plus ancienne mention manuscrite au monde, citant le prophète de l'islam. Et lorsque le docteur Penn a utilisé la British Library en 2015, le département de conservation des bibliothèques l'a aidé à analyser ce document à l'aide de l'imagerie multispectrale. Et comme vous pouvez le voir sur l'image composite, les résultats sont au moins un peu plus clairs qu'en utilisant simplement la lumière naturelle. Donc, avec l'aide d'algorithmes de traitement d'images, initialement développés pour analyser les motifs de taches sur la peau de grenouille, le Dr Penn dit qu'il n'invente rien. Il a pu faire ressortir quelques détails supplémentaires. L'analyse détaillée montre maintenant que les textes conservés font référence 2 fois à Muhammad. Il parle également d'Arabes se rendant à la ville, et de 2 pertes byzantines importantes. L'islamologie n'est ni un dogme et ni une arme politique. C'est une science, avec ses désaccords et ses garde-fous. Alors, la prochaine fois qu'une vidéo vous dit la vérité cachée sur l'islam, respirez, et demandez-vous, qui critique cette théorie, et pourquoi? Vous avez un sujet à proposer? Un désaccord? Écrivez-le en commentaire. Et pour ne rien manquer des débats académiques, abonnez-vous et activez la cloche.